75%, et s'il n'est pas libéré, ben, tant pis. Et la deuxième condition, c'est qu'il soit détenu à 75% au moins par des personnes physiques, et que l'on peut le détenir à 75% par une société interposée, mais une seule interposition. Autrement dit, il faut avoir 75% de la société holding elle-même ayant 75% en moins de la société filiale. Et s'il y a deux sociétés holding, eh bien on a perdu le taux de 15%. Donc c'est ce petit rappel que je fais parce qu'il y a quelques petites rectifications de redressement qui résultent d'une méconnaissance ou du moins d'une non-attention apportée à ce dispositif. Les quelques mesures que je vais traiter maintenant proviennent de la transposition de directives européennes et s'adressent à deux sujets. D'une part, le premier sujet concerne les transferts de déficit, et à mon avis, celui-ci va s'appliquer assez couramment, y compris chez vous. Et les autres mesures concernent les retenues à la source versées et non imputables dans le pays étranger qui a bénéficié du produit. Ce texte-là me semble utile. Il s'agit de ce qu'on appelle des opérations de restructuration, je veux dire simplement de fusion, de tube, c'est-à-dire qu'une société absorbe une autre, et ça s'appelle une restructuration, ce qui est exact. Il faut juste savoir que quand on restructure et qu'il y a une société qui disparaît, le principe, c'est que le déficit de cette société n'est pas transférable, serait perdu. Ça, c'est un vieux principe que chacun d'entre nous avons appris. Mais en même temps, on a dit que dans certains cas de figure, on pouvait conserver ce déficit et le transférer à la société absorbante, à condition de solliciter préalablement un agrément. Cet agrément présente une particularité, c'est qu'il est de droit. Un agrément de droit, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les conditions sont remplies, c'est-à-dire que l'opération de restructuration n'a pas pour but de récupérer un avantage fiscal, mais de répondre à une réalité économique, l'administration fiscale ne peut que vous l'accorder. C'est ça le raisonnement. Quand on a compris ce raisonnement, on comprend aussi qu'on pourrait peut-être ne pas exiger tout ce formalisme lorsque le montant du déficit transférable est peu important, et c'est-à-dire inférieur à 200 000 € vu de l'Europe. Et donc, désormais, on pourra ne pas solliciter un agrément et obtenir le maintien du déficit dans la société absorbante, dès lors que la société absorbée n'était pas une société patrimoniale. Bon, très bien, c'est-à-dire qu'elle ne gérait pas son patrimoine mobilier ou immobilier. Et deuxièmement, dès lors que la société absorbée n'avait pas cessé son activité parce qu'elle aurait cédé son fonds de commerce. Autrement dit, on sait que quand on a cessé son activité, on a changé d'activité, et qu'à ce moment-là, le déficit est perdu dans le droit commun, donc il n'y a pas de raison de pouvoir le transférer. Lorsque ces deux conditions sont remplies, et sont en général remplies, eh bien on pourra tuper en reprenant le déficit de la société tupée sans demander l'agrément de ce report. C'est une simplification qui est utile. Les autres mesures, il y a 3 ou 4 slides, qui consistent à dire que, je vais les synthétiser, lorsqu'il y a des opérations entre sociétés, dont l'une est en France et l'autre dans un autre pays, quand je dis France, c'est parce que dans un pays européen, eh bien, il peut arriver qu'il y ait des retenues à la source qui doivent être prélevées. De moins en moins, puisque bon nombre de produits sont en dehors du champ de la source, et notamment dans l'Union européenne, mais enfin, c'est ça le principe. Et puis, la retenue à la source qui est prélevée dans le pays qui attribue le produit est normalement un impôt qui est imputable dans le pays en cause, sur l'impôt sur les sociétés de la société qui a bénéficié du produit.
lorsque la société qui a bénéficié du produit est une société déficitaire. Il faut comprendre. Bien, dans ce cas, la retenue à la source qui a été prise ne peut pas être utilisée dans le pays de la perception du produit. Et là, on vous dit qu'on va pouvoir demander la restitution de cette retenue à la source en sollicitant auprès du centre des non-résidents la restitution de cette retenue à la source. C'est une retenue qui s'apparente à un report. Autrement dit, cette retenue dont j'aurais obtenu la restitution, peut-être que je devrais la reverser si par hasard la société qui était déficitaire redevient bénéficiaire. Vous avez compris que pour apprécier le caractère déficitaire de la société, il fallait se placer au regard des règles fiscales du pays de la société déficitaire et non pas des règles fiscales du pays qui a attribué ce revenu pouvant être des dividendes, des revenus qui sont des revenus distribués aux autres. On a une autre disposition où là il s'agit juste, vous voyez, qu'on a entre les revenus distribués et les autres revenus une seule différence, c'est le fait que pour les dividendes, il ne faut pas que ce soit des États non coopératifs. Je suis d'ailleurs assez surpris que pour les autres produits, ça puisse être des États non coopératifs, mais enfin c'est comme ça. Et puis vous avez, là c'est leur état déficitaire, je vous l'ai dit, et il vous reste une question qui est celle de l'établissement stable en France d'une société étrangère. Quand il y a un établissement stable en France, il n'y a pas de comptabilité en France au sens comptable, puisque tous les résultats remontent dans la société qui est à l'étranger, sauf que fiscalement, il y a un établissement stable qui est soumis à l'impôt sur les sociétés, qui paye l'impôt en France, mais comme les revenus après impôt sont remontés dans les comptes de la société qui, par définition, est étrangère, on considère qu'il y a une distribution de dividendes à due concurrence. Et s'il y a lieu d'assujettir cette distribution de dividendes à la retenue à la source, on prend la retenue à la source sur la totalité du bénéfice après impôt sur les sociétés. Eh bien, dans le dispositif qui vient d'être retenu, on dit qu'on pourrait faire une double liquidation si on pouvait démontrer que l'établissement stable n'a pas attribué, n'a pas versé à l'étranger son bénéfice après impôt. Je prends un exemple, j'ai 100 de bénéfices en France, je prends l'impôt sur les sociétés, on va dire 30 pour simplifier, et sur les 70, je paye la retenue à la source. Ça, c'est le droit. Et si je peux démontrer que les 70 sont restés en France, eh bien, j'avais aucune raison de payer la retenue à la source. Donc, je demande une nouvelle liquidation de la retenue à la source, c'est-à-dire que je dis, voilà, je démontre que je n'ai pas distribué. Si j'avais fait 20 de remontée au lieu de 70, j'aurais la retenue à la source sur 20. Voilà ce que dit ce texte sur les sociétés étrangères et sur ces dispositions. Voilà. Nouvelle liquidation, c'est ce que je viens de vous dire. Les autres mesures, ce sont des mesures là tout à fait spécifiques, notamment le régime des jeunes entreprises innovantes qui est prolongé jusqu'au 2022, et avec une petite précision de détail. Mais la jeune entreprise innovante, si on veut bien dire ce qu'elle est, c'est une société qui supporte des charges éligibles au crédit d'impôt recherche qui représentent au moins 15% du montant total de ces charges. Déjà, quand on est dans une jeune entreprise innovante, on a nécessairement du crédit d'impôt recherche. Mais on n'a pas de bénéfice, en général, puisque les seuls avantages qui sont attribués en matière d'imposition de bénéfices, c'est une exonération de 100% sur une période de 12 mois et de 50% sur une autre période de 12 mois, et ce, sur une période totale de 10 ans. Autrement dit, les législateurs considèrent que faire 2 ans de bénéfice sur 10 ans d'une GUI, c'est déjà bien. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la GUI vous permet d'avoir des exonérations de charges sociales, et ça vous permet d'obtenir des subventions, le CIR, les subventions et les charges sociales minorées. C'est ça les avantages, et une exonération pendant 7 ans des contributions économiques territoriales. Donc c'est quand même un régime assez favorable, c'est la raison pour laquelle il est reconduit.
Simplement, qu'est-ce qu'on dit dans cette loi de finances? On dit que pour déterminer le quota de 15%, on ne va pas retenir les pertes qui sont liées aux financiers. Autrement dit, si dans mes charges, j'ai 20% de pertes financières, pour faire 15% de 100, ben, je tiens compte des charges financières, alors que c'est plus facile de faire 15% de 80 si j'ai les charges financières de 20. C'est juste mécanique et mathématique. Donc c'est ce que dit le législateur. Il dit, ben, pour calculer le pourcentage de 15, le ratio de 15, on ne tiendra plus compte des pertes financières. C'est quand même une information. Les GEI qui ont que des déficits peuvent en plus faire des pertes financières en faisant des placements qui ne sont pas très bons. Et qu'est-ce qu'ils peuvent placer s'ils ne sont pas? Ils peuvent placer les subventions qu'ils n'utilisent pas au fur et à mesure qu'elles leur sont versées, et donc ça peut conduire à cette situation que le législateur a relevée. Donc voilà la première disposition. J'ai oublié peut-être un slide, je crois. Non, je ne l'ai pas oublié, c'est bien, parce que sur la jeune entreprise, il y a aussi la jeune entreprise universitaire. Ce qu'il faut noter, c'est que le crédit d'impôt innovation, je ne sais pas pourquoi elle a disparu ce slide, c'est pas grave. Le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt textile, hein, habillement, cuir textile, ne sera plus applicable à compter de 2023. Donc suppression de ces régimes à compter de 2023, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, parce que le crédit d'impôt innovation qui était de 20% pour les PME avec un plafond de 400 000 euros, souvent l'administration qui faisait un contrôle du CIR, elle disait vous ne pouvez pas bénéficier du CIR parce que ce n'est pas de la recherche, mais c'est de l'innovation. Eh bien, elle disait vous avez pris 30% alors que vous ne pouviez prendre que 20% sur ce montant. Voilà ce que l'on peut dire sur ce dispositif. Là, vous avez une disposition, une extension du suramortissement ou de la déduction fiscale de 40% aux poids lourds, dont le poids est de plus de 2,6 tonnes et qui fonctionne au gaz naturel ou au biométhane carburant mélangé. On avait, vous vous souvenez, la loi Macron, avec la déduction fiscale de 40% sur les biens acquis amortissables en dégressif, pour lesquels on faisait un étalement sur le 2058A sur la période d'amortissement, mais un étalement linéaire. Donc vous avez encore dans les entreprises qui ont eu ce suramortissement, à supposer qu'ils aient acquis un bien amortissable sur mi-temps en 2015, et bien jusqu'en 2023, on aura encore les conséquences de ce dispositif. Et puis on avait étendu ce dispositif Macron aux acquisitions de poids lourds qui avaient un fonctionnement aux énergie électrique, hydrogène, gaz naturel, etc. Et on avait ces suramortissements de 20, 60 et 40%. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette loi de finances? On étend simplement, à compter de 2021, la possibilité d'avoir ce suramortissement aux véhicules de plus de 6 qui ont un carburant biométhane mélangé. Ce suramortissement va pouvoir aussi s'appliquer aux acquisitions d'engins non routiers qui sont dans les entreprises de BTP, dans les entreprises aéroportuaires, dans les stations de sport d'hiver et qui vont avoir une énergie alternative au gazole non routier. Quels sont les engins concernés? Les matériels d'outillage, matériel de manutention et les moteurs installés, toujours dans ce cas. Et l'amortissement, le suramortissement, est de 40% entre 2020 et 2022. Et puis un dernier suramortissement concernant les PME qui vendent du gazole, non routier. Et là, on va instaurer pour ces entreprises qui vont modifier leurs installations de stockage,
les matériels de manutention et de distribution et qui sont acquis pendant cette période, et elles vont pouvoir bénéficier sur ces investissements dès lors que c'est une PME, avec les caractéristiques communautaires, qu'elles sont au régime réel d'imposition d'un suramortissement de 40%.